bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020. Bienvenue dans À l'air libre, une émission en duo avec Sophie Dufaux de la rédaction qui reçoit deux invités, les deux réalisateurs d'un documentaire dont Mediapart est partenaire. Arthur Thouvenin et François Langlais ont suivi pendant plusieurs mois des Gilets jaunes de Saint-Nazaire. Leur film s'appelle Imagine demain gagne. Direction ensuite l'Allemagne avec notre correspondant Thomas Schnee. La crise du Covid-19 n'a pas réussi à l'extrême droite dont les divisions de fond et de forme éclatent au grand jour. Enfin, musique avec Bigga Ranks. Derrière ce blaze, un chanteur, Ellie. Il nous interprète Regarde-moi, extrait de l'album Sunset Cassette. À l'air libre numéro 68, c'est parti. Bonsoir, on va parler aujourd'hui du documentaire que Mediapart diffuse à partir de samedi prochain. Ce documentaire s'appelle Imagine demain on gagne et c'est le récit de ce qui s'est passé à la Maison du Peuple à Saint-Nazaire en Bretagne. Elle a été occupée dès le 24 novembre 2018 par des hommes et des femmes et elle a accueilli, on s'en souvient, en avril 2019, la deuxième assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Ce film, c'est le premier que la plateforme du documentaire d'auteur Tenk et Mediapart soutiennent ensemble, offrant aux réalisateurs et à la production des moyens pour le finir. En 2020, nous avons choisi 4 documentaires. Nous diffuserons Bachar al-Assad très bientôt, mais dès samedi, c'est donc Imagine demain on gagne. Ce qui nous a séduit d'emblée dans ce récit, ce qui court sur plusieurs mois, c'est le monde qui se dessine dans cette maison du peuple. Il y a là beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes ouvriers sans héritage politique, des adolescents parfois un peu paumés et surtout parfois très déterminés. Il y a des chômeurs, des salariés et quelques routards du syndicalisme aussi. Ensemble, ils s'organisent, ils inventent de nouvelles formes de lutte et s'ils ne sont pas toujours d'accord, une vraie solidarité et une sincère fraternité les réunit. Pour en parler aujourd'hui, on va donc recevoir les deux réalisateurs de ce documentaire, François Langlais, bonjour. 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 Et Arthur Thouvenin, bonjour. Bonjour. Alors, première question d'abord, quand est-ce que vous avez décidé de filmer les Gilets jaunes et pendant combien de temps vous les avez suivis? Oui, ça a commencé en 2018, en décembre 2018, sur une proposition de reporter du site Lundi Matin, d'aller faire un sujet sur la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Et du coup, on a fait un premier reportage là-bas où on a rencontré les Gilets jaunes de la Maison du Peuple. Ça s'est très bien passé. Et ça nous a un peu ouvert les portes de l'endroit et ça nous a permis d'y retourner. Et du coup, je dirais que début janvier 2019, avec Arthur, on s'est vraiment dit qu'il fallait faire un film là-dessus, quelque chose de plus long. Et ça a duré combien de temps à peu près le tournage? On a filmé, en fait, on a commencé du coup à filmer à peu près en décembre 2018 et puis on a tourné en brut, disons, jusqu'en avril 2019, mais en réalité, on a continué de suivre les gens, un peu les personnages principaux du documentaire jusqu'en janvier 2020. C'est les dernières images qui sont tournées pour le film. D'accord. Justement, dans ce documentaire, on voit qu'il y a vraiment deux personnes principales. Un collégien de 14 ans, Kylian, et une ouvrière qui est en arrêt maladie pour des troubles musculo-squelettiques. Je propose d'ailleurs qu'on voit 2 extraits pour camper les 2 personnages. Donc d'abord Kylian, le collégien, et puis après Esperanza, l'ouvrière. En fait, pour moi, quand je suis allé, je me suis dit, tu vois, ça va durer, ça va juste être le 17. Et après, on va tous rentrer chez nous, devant notre télé, comme d'hab. Moi, perso, c'est ce que je voulais pas. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on gueule une fois, c'est pas parce que genre on dit ah on n'est pas content, il va peut-être nous entendre mais le lendemain il s'en foutra parce qu'il y aura plus personne dehors. Et du coup tu vois je me suis dit j'espère que ça va durer longtemps. Et le lendemain j'ai appris qu'il y a une avait il s'était posé sur des ronds-points. Du coup je me suis dit oh c'est pas mal ça, tiens si on allait faire un tour du coup avec mon père on allait au rond-point de Méran. Moi maintenant que ce mouvement est lancé, que Macron démissionne ou pas, je serai le seul pélo à être encore sur mon rond-point avec mon gilet jaune. Hein. Ah, on m'en fout, moi je suis parti, moi je lisserai toute ma vie. Hein. Je sais pas si je m'explique bien. Mon manque à moi, c'était le mouvement de masse. Quand j'étais au PC, quand je suis rentré au PC, c'était encore un mouvement de masse. Donc tu avais des gens très différents dans les cellules. Tu avais les médecins, ma mère était femme de ménage, tu avais la cadre à la poste, l'autre il était ouvrier à Renault, l'autre il travaillait dans le culturel. Et je le retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes, cette diversité
où de nombreuses personnes très différentes se retrouvent. En fait, la MDP, ça a été génial pour ça. Ça a comblé des manques chez chacun d'entre nous, quoi. Et elle remarquait un autre truc, Marie, c'est que on a tous eu des parcours avec des moments difficiles, quoi. Donc ça, c'est Kylian et Esperanza, les deux qui structurent vraiment le documentaire. Est-ce qu'ils se sont imposés d'emblée ou est-ce que c'est au montage que vous avez fait ce choix de suivre ce qui se passe à la Maison du Peuple à partir de ces deux personnages? Non, c'est vrai que en fait, on les a quand même repérés assez vite, quoi, parce qu'ils avaient une présence. Enfin, Kylian, il a une présence qui est assez lumineuse. En plus, c'est vrai qu'il est très apprécié par les gens avec qui il s'organise. Et puis Esperanza, elle a une présence aussi qui est assez forte. Et donc, du coup, c'est vrai que les premières fois, on l'a repéré très vite, les premières fois qu'on est allé à Saint-Nazaire. Et donc, ensuite, au montage, on s'est plutôt dit qu'on avait trouvé là les bonnes personnes à suivre, même si c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avançait en rencontrant d'autres personnes à la Maison du Peuple, on s'est rendu compte que en fait, il y avait beaucoup de gens qui auraient pu aussi faire partie de ce film, structurer ce film aussi, parce que voilà, il y a des personnages assez forts, quoi, avec des parcours de vie. Il y a quelque chose qui est surprenant dans ce film. Quand on parle d'un film sur les Gilets jaunes, on s'attend à voir ce qui se passe sur les ronds-points. Et là, en fait, on voit très peu les ronds-points dans votre film. Il fallait qu'on se concentre sur certaines choses, et puis comme l'activité des Gilets jaunes sur Saint-Nazaire était très riche, voilà, on a dû resserrer notre regard sur la Maison du Peuple en tant que telle, même si en parallèle, il y avait encore des ronds-points qui fonctionnaient. Et puis bon, après aussi, un peu comme dans beaucoup de villes, il y avait des ronds-points aussi qui représentaient un peu des tendances un peu différentes, quoi. Et donc voilà, cette exhaustivité, elle n'était pas évidente à mettre en scène et même pas forcément désirable. Du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré, focalisé sur la Maison du Peuple, quoi, qui avait déjà quelque chose d'assez riche. Et puis en plus, il s'est donc passé cet événement de l'Assemblée des Assemblées qui crée aussi une tension dans l'organisation de cette maison et qui permet de tenir le récit. Oui, alors nous, c'est vrai que l'Assemblée des Assemblées, ça a été quelque chose qui a vraiment balisé tout le moment où nous, on a été pour les filmer, mais c'était aussi important que ça soit pas quelque chose de... Il fallait pas on voulait pas le montrer comme quelque chose d'absolument essentiel dans leur histoire, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été très important à ce moment-là pour eux et tout ça, mais nous, on voulait aussi montrer que bon, c'était pas là l'essentiel de leur activité, l'essentiel de ce qu'ils avaient gagné avec leur rencontre, la façon qu'ils ont eu de s'organiser, leur histoire, etc. Et justement, à la fin du film, il y a un moment où les jeunes tirent les leçons de toute cette mobilisation. Et c'est un moment très fort parce qu'on voit ces jeunes s'initier à la politique, enfin avoir été initiés à la politique et en tirer des enseignements. À quel moment vous avez filmé cette scène? Eh ben, cette scène, c'est aux alentours du 20 avril. C'est quelques jours, même si je dis pas de bêtises, c'est la veille du moment où ils ont dû rendre les clés de la Maison du Peuple, puisqu'ils avaient réussi à négocier avec le promoteur pour rendre les clés le 23 avril et du coup pouvoir tenir l'assemblée des assemblées là-bas. Donc c'est après, si je dis pas de bêtises, 5 mois de mouvement des Gilets jaunes. Mais pour eux, c'est vraiment un moment charnière puisqu'ils quittent le lieu où ils sont tous rencontrés et organisés. Il y a un moment justement particulièrement fort où il y a un de ces jeunes qui dit qu'il a découvert là, dans ce lieu, la fraternité. Je propose qu'on le regarde. Moi, ça m'a fait... Le mouvement, il m'a fait grandir. Ça fait réfléchir. Et moi, je sais que dans ma vie, même après le mouvement... il y a des choses que ce sera plus du tout comme avant. Avant le mouvement, j'étais un mec qui jugeait beaucoup au physique, qui parlait avec très peu de gens, j'étais individualiste, j'étais limite pas sociable, très casanier. Et ça m'a fait vraiment changer, vraiment. J'ai plus du tout la même façon de réfléchir, le même point de vue. Il y a des gens ici, que je les ai rencontrés ici, j'ai parlé avec eux, si je les aurais croisés dans la rue
hier je les aurais croisés dans la rue, bah, je leur aurais peut-être jamais parlé. Et au final, c'est des gens qui ont un bon fond, vraiment je m'entends bien avec eux. Et c'est surtout ça qui m'a fait grandir ici, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Il y en a un autre aussi à la fin là, qui dit que la victoire, elle prendra des années. Alors pour moi, ça résonne un peu comme une leçon du film. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'on retrouve ce mouvement dans les mobilisations actuelles contre les violences policières, par exemple, ou contre le racisme? Alors, je pense que oui, déjà de fait, on le retrouve, je dirais, pragmatiquement, factuellement, parce qu'on voit encore des gilets jaunes dans ces manifestations et comme dans beaucoup de manifestations du mouvement social. Et moi, à titre personnel, je pense que dans la masse hétéroclite que constituaient les gilets jaunes, il y a des gens qui probablement avant ne comprenaient pas pourquoi Ziad et Bouna couraient pendant un contrôle de police ou ce genre de choses. Et après l'avoir expérimenté dans leur chair avec la répression qu'on connaît par rapport aux gilets jaunes, la répression policière, je pense qu'aujourd'hui il y a des lignes qui ont bougé et que une grosse partie des gilets jaunes a compris. Et notamment, pour exemple, les gilets jaunes de Saint-Nazaire se sont rendus à plusieurs rassemblements, notamment pour Adama Traoré en juillet du coup de 2019 et continuent à le faire assez régulièrement. Moi, je dirais aussi que il y a quelque chose qui fait pas mal écho aux Gilets jaunes, je trouve, là, dans le mouvement Black Lives Matter. Ce serait le côté un peu de la virginité politique, quoi. C'est les premières expériences, aussi les premiers pas en politique de beaucoup de jeunes, quoi. C'était quand même des manifestations avec des gens très jeunes. Il y a une façon de s'organiser qui passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux, une certaine spontanéité, une certaine détermination. Et aussi, c'est vrai que une des grandes forces de ce mouvement, j'ai l'impression, un peu comme les Gilets jaunes, c'est de ne pas avoir de leader, de ne pas avoir de représentants, et ce qui rend aussi ce genre de mobilisation beaucoup plus difficile à capturer pour le pouvoir, puisque du coup, le pouvoir a moins de points sur lesquels appuyer pour faire infléchir le mouvement. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une grande force des Gilets jaunes, et c'est ça aussi qu'on trouvait intéressant là-dedans. Et ensuite, pour reprendre par rapport aux propos de Teddy, là, qui parle à la fin du film, c'est vrai que nous, on voulait aussi, ça c'était ce que lui, il dit là, ça résume pas mal notre intuition, notre intention de départ, à savoir, voilà, qu'est-ce qui vient dans ces mouvements-là bouleverser intimement les gens, qu'est-ce qui fait que ça va les changer aussi pour plus tard, quoi. C'est votre premier documentaire à tous les deux ensemble. Enfin bon, vous avez déjà fait des choses par ailleurs, mais bon, vraiment un documentaire sur le long terme. Pourquoi avez-vous travaillé ensemble? Comment s'est produit la rencontre? C'est par hasard sur un rond-point ou vous vous connaissiez déjà avant? Je pense qu'on s'est trouvé avec les mêmes envies ensemble au même endroit, au même moment. L'envie de documenter des luttes sociales et ce que ça venait bouleverser dans les gens. Arthur, il a fait une formation de documentaire et de journalisme. Moi, je faisais déjà de la vidéo et je voulais aller vers le documentaire, mais c'est pas ça que je faisais pour gagner ma vie au quotidien. Et je pense que après cette rencontre, on en a discuté, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est un peu imposé comme une évidence pour nous deux, je pense. Et par rapport aux Gilets jaunes, ça a été aussi une évidence de se faire filmer pour eux? Non, c'était pas une évidence, mais c'est vrai que, comme on expliquait tout à l'heure, le reportage de lundi matin, ça a une assez belle histoire, puisque quand on l'a diffusé, c'est vrai que c'est un reportage qui a beaucoup plu aux Gilets jaunes là-bas, et donc ça a même attiré des gens en France qui sont venus s'installer ensuite à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire suite au visionnage de ce film-là. Euh, et, euh, et comment dire, et du coup, c'est vrai que quand les gens ont vu ce qu'on avait fait avec nos amis de lundi matin, on a eu tout de suite, ça a permis de tisser une grande confiance avec les gens de la Maison du Peuple, avec ses occupants, et du coup, ils nous ont vraiment ouvert toutes les portes sans aucun problème. Ils nous faisaient tout à fait confiance. Ils se sont laissés filmer dans plein de moments, plein d'instants de vie du lieu, et ça a été, ils ont été d'une grande générosité à notre égard. Ça, c'est clair.
Et j'ajouterais que je pense que eux-mêmes, pas tant par rapport à notre film, mais ils savaient que ça jouait ce rôle-là aussi. Eux-mêmes, ils ont senti le besoin de documenter ce qu'ils faisaient, puisqu'il y avait une personne notamment qui filmait beaucoup à l'intérieur de la Maison du Peuple, et qu'à plusieurs reprises, ils ont décidé de communiquer vers l'extérieur, de se filmer, de faire des archives. Du coup, voilà, je pense qu'ils avaient conscience que notre film rentrait dans la même démarche qu'ils avaient eux-mêmes entamée en interne. Alors donc vous avez eu l'aide de Tenk et Mediapart dans la sélection que nous avons fait en juin avec le site de la plateforme documentaire du documentaire d'auteur. À quoi ça vous a servi cette aide? D'abord, très techniquement, ça nous a permis d'étalonner le film, c'est-à-dire que du coup on a travaillé sur l'image en post-production, donc déjà ça c'était déjà un beau soutien, puisque c'est pas des, enfin voilà, ça permet aussi d'avoir un bel objet final, quoi. Mais par ailleurs, c'était un vrai coup de pouce et aussi un vrai éclairage sur notre travail, puisque voilà, Mediapart, j'ai l'impression que c'est quand même un site qui aujourd'hui a une certaine notoriété, et Tenk, qui est peut-être un peu plus confidentiel, mais en tout cas, on est assez heureux puisque il y a quelque chose d'assez exigeant dans leur programmation, assez pointu du point de vue documentaire, et du coup, ça c'est quand même pour nous, c'est assez encourageant, déjà par rapport à ce projet-là, et puis pour continuer à travailler dans ce domaine. Très bien, donc Imagine demain on gagne est sur le site de Mediapart dès samedi soir, ainsi que sur le site de Tenk. Et puis pour plus, il sera visible pendant plusieurs jours. Et je crois aussi que vous avez une avant-première samedi soir. Eh bien oui, ça devait être une avant-première un peu privée, juste pour les gilets jaunes de Saint-Nazaire. C'est toujours plus ou moins le cas, mais ils ont un peu ouvert l'appel à leurs amis et aux gens qui veulent nous rejoindre. Mais pour nous, ça va être particulier, puisque c'est la première fois que les gens qu'on a filmés pendant plus de 6 mois vont voir ces images. Voilà. Et surtout, on a beaucoup de chance, puisque la nouvelle Maison du Peuple qu'ils occupent à Saint-Nazaire, c'est un ancien cinéma, et donc on va pouvoir diffuser notre film dans une ancienne salle de cinéma qui n'a plus qui n'a plus d'écran, qui n'est plus un cinéma, mais qui garde quand même cette grande salle où on va pouvoir diffuser le film. Donc on est très content. Très bien, merci beaucoup. Et puis, après, le film sortira peut-être en salle, ou on verra. Vous nous donnerez des nouvelles du devenir du film une fois qu'il sera passé à la fois sur les plateformes, mais vous nous donnerez des nouvelles. Oui, on fera en sorte d'organiser des séances rencontres un peu partout en France. Donc voilà, s'il y a des associations, des collectifs, des groupes qui sont intéressés pour un peu projeter le film là où ils sont, ça sera avec plaisir qu'on viendra le présenter, et si possible avec des gens de Saint-Nazaire aussi pour nous accompagner. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. On aurait pu imaginer que dans un moment angoissant comme la pandémie de Covid-19, l'extrême droite, qui fait son lit en agitant des peurs, allait prospérer. Ce n'est pas le cas en Allemagne, pour plein de raisons que notre correspondant Thomas Schnee va nous expliquer. Bonjour Thomas. Bonjour Valentine. Alors dans ce papier, tu nous expliques que l'extrême droite ressort fragilisée de la crise du Covid-19, d'abord parce qu'elle a perdu en crédibilité. Pourquoi et comment ? Alors, elle a perdu en crédibilité tout simplement parce que le parti d'extrême droite, le principal parti d'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, dit systématiquement le contraire du gouvernement. Et là, on se trouve dans une situation où le gouvernement a plutôt bien agi. Parallèlement, il y a pas mal d'élus de l'AfD qui ont pris des positions proches de celles de Trump, et qui se sont rapidement décrédibilisés. Voilà. L'AfD, oui, tu en parles, c'est la première force d'opposition au Bundestag, et pourtant, donc, le parti ne réussit pas à être audible sur cette crise et sur les éventuels ratés de Merkel, même si tu le dis que, globalement, ça a été plutôt bien géré. Alors, en fait, l'AfD n'est pas visible parce qu'effectivement, en dépit du fait que c'est le premier parti d'opposition en termes de sièges,
Cette crise, c'est plutôt la crise des gouvernements et plutôt que celle des parlements. Les parlements sont confinés. On a besoin d'action, on a besoin de décisions rapides. Donc, en fait, l'AfD, dont la première tribune, c'est le Bundestag, a un peu perdu sa tribune pendant ce temps-là. Voilà. Et alors, ensuite, il y a aussi eu des positions, je dirais, corona-sceptiques de la part de ce parti et des manifestations, certes pas organisées par le parti, mais dont le parti ne s'est pas distancié. Alors, l'AfD, en fait, a tenté de reprendre justement ces manifestations de corona-sceptiques que l'on retrouve en fait dans le courant du mois de mai, principalement. Mais ce n'est pas l'AfD qui organise. Ces manifestations sont un mélange un peu hétéroclite de gens d'extrême droite, effectivement, d'anarchistes, de gens qui ne veulent pas de vaccins. Enfin bon, il y a un peu de tout. Il y a aussi, par exemple, des personnes âgées qui sont venues manifester parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir leur conjoint pendant cette période et que c'était extrêmement dur. Donc c'est des manifestations qui ont exprimé un malaise réel, mais que l'AfD n'a pas réussi à récupérer, d'autant plus que plus le déconfinement a avancé, moins ces manifestations étaient virulentes. Et alors, il y a les problèmes qui sont indépendants des questions liées au Covid-19, mais qui s'ajoutent, des affaires de financement illégal et une lutte de fond entre une aile, entre guillemets, modérée et une frange néo-nazie, notamment avec le courant interne Der Flügel. Alors, je dirais que c'est peut-être ça le plus grave pour l'AfD, qui n'a effectivement pas réussi, contrairement aux crises précédentes, à rebondir sur la crise du corona, mais qui va peut-être pouvoir profiter d'une crise économique et sociale si elle a lieu et si elle est profonde. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que l'AfD vit une crise interne entre ces deux ailes, les deux ailes que tu viens de citer, qui se battent pour le contrôle du pouvoir. Donc actuellement, un membre de l'aile, un des chefs de l'aile néo-nazie vient d'être exclu par le bureau directeur, mais essaye devant les tribunaux de réintégrer le parti. Bon, il y a différents événements de ce type. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je cite dans mon article, un politologue, Ayo Funke, qui explique bien clairement qu'il n'y a plus dans l'AfD d'éléments modérateurs ou de personnes importantes capables de faire la synthèse. Ça veut dire que même si cette querelle et cette bataille n'est pas si grave, elle va mal se finir et elle va probablement se finir soit par une scission, soit par le départ d'un gros groupe. Donc ça va affaiblir de toute façon l'AfD. Donc ces questions de ces problèmes internes et ces questions de positionnement peuvent d'une certaine manière freiner la progression de l'AfD de façon manifeste et durable. Absolument. Ce qui est aussi intéressant, c'est pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur de l'AfD, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur du camp conservateur. Hier, par exemple, le ministre-président bavarois Markus Söder a expliqué qu'il avait fait une erreur en 2018 en essayant de durcir le programme de la CSU, donc des conservateurs bavarois, et qu'en fait, il est revenu depuis à des positions beaucoup plus modérées et surtout à des positions très claires contre l'extrême droite, avec une limitation très claire. Et à la fois, on peut se féliciter que la droite allemande, les conservateurs allemands, aient appris la leçon de ce qu'ils ont vu dans des pays comme la France, par exemple, où la droite a tenté de copier, ou une certaine partie de la droite a tenté de copier le Rassemblement national. Mais pas forcément en plus avec succès. Merci Thomas Achenet, tu es notre correspondant en Allemagne. Ton papier est à lire sur Mediapart dans une série consacrée aux extrêmes droites en Europe après le Covid, avec un focus sur l'Italie, sur l'Espagne et sur le Portugal. À bientôt Thomas. Au revoir Valentine. Il est seul derrière un micro, Eli aka Bigaranx pour Mediapart. Je n'en dis pas plus car, vous allez le voir, il dit tout lui.
Salut Mediapart, c'est Ellie alias Bigaranx. Je vais vous interpréter le morceau Regarde-moi, extrait de l'album Sunset Cassette. One up. Yeah. Regarde-moi dans les lunettes, regarde-moi comme la dernière allumette. J'ai plus le temps de faire la même chose. Ici les saisons changent à contre-tempo. Regarde-moi, qu'est-ce qu'on est bien. Fermons les yeux jusqu'à demain matin. On partira sûrement demain très tôt. Ici le soleil danse à contre-tempo. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait? T'écris ton histoire dans un autodafé. J'ai plus le temps, je dois aller taffer. Si l'avenir est noir dans le mar de café. Dans la lune, dans ma bulle, dans ma BD. Qui parle tout fort mais j'entends 0 dB. Roule ma bosse, fais qu'un ton carrosse B. Le soleil m'attend quelque part derrière les volets. On vivra caché comme les mauvais côtés. On traînera dehors les soirs d'été. Passer les frontières au volant d'une GT. J'essaye encore de savoir qui tu étais. Regarde-toi dans le ciel bleu. Je pète à la lune pour savoir ce qu'elle veut. On oubliera tout, tout ton passé. Yeah. Regarde-moi dans les lunettes. Regarde-moi comme la dernière allumette. J'ai plus le temps de faire la même chose. Si les saisons changent à contre-tempo. Regarde-moi, qu'est-ce qu'on est bien. Fermons les yeux jusqu'à demain matin. On partira sûrement demain très tôt. Ici le soleil danse à contre-tempo. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait? T'écris ton histoire dans un autodafé. J'ai plus le temps, je dois aller taffer. Si l'avenir est noir dans le mar de café. Dans la lune, dans ma bulle, dans ma BD. Il parle tout fort mais j'entends 0 dB. Roule ma bosse, fais qu'un ton carrosse B. Le soleil m'attend quelque part derrière les volets. On vivra caché comme les mauvais côtés. Traînera dehors les soirs d'été. Passer les frontières au volant d'une GT. J'essaye encore de savoir qui tu étais. Regarde-toi dans le ciel bleu. Je pète à la lune pour savoir ce qu'elle veut. On oubliera tout, tout ton passé. Yeah. Merci Bigaranx et merci à tous les artistes qui ont participé à cette émission pendant 68 numéros. À l'art libre, c'est fini pour ce soir et c'est fini pour cette saison. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère vous retrouver très vite. Et c'est d'ailleurs déjà un faux départ puisque lundi, vous retrouvez Fabien Escalona et une partie de la rédaction pour un numéro spécial consacré aux résultats des municipales. Bonne soirée à toutes et à tous.